épisode qu'on fait ligoter à la boucle. Mais c'est quoi ligoter à la boucle? Oui, mais quand on en parlait, on voulait vraiment avoir des filles, des intervenantes là, qui allaient venir avec nous pour parler de ligoter la boucle en tant que telle, de vouloir avoir des services, vouloir avoir de l'aide, mais toujours avoir une comorbidité à travailler, à régler, avant de réussir à avoir ton aide pour le problème que tu souhaitais régler. Puis il y a toujours quelque chose, que ce soit de la violence, que ce soit des agressions sexuelles, que ce soit la consommation, l'itinérance, l'accessibilité au transport, il y a toujours quelque chose qui bloque. Savoir à quel point, à chaque fois, il faut travailler X, Y avant de réussir à travailler sur ton A, ton point A, ton objectif A. Donc, vraiment d'avoir les filles, là, Elisabeth comme Kelly, c'était super le fun de les avoir. C'est tellement intéressant, ces filles-là. Vraiment, j'aurais pas pu imaginer personne d'autre je les aime d'amour aussi, faut le dire. Oui. Mais quand que j'ai pensé à ce thème-là, j'ai tout de suite pensé à elle parce que c'était sûr que ça allait être intéressant. Puis je pense qu'on apporte plein d'aspects sur différentes sphères de pourquoi est-ce que ça peut être difficile d'avoir accès à certains milieux. C'est intéressant parce qu'on a autant milieux ruraux que milieux urbains. C'est ça. Fait que pour vrai, c'est vraiment intéressant avec des filles qu'on aime d'amour. Oui. Je me sentais vraiment privilégiée de les avoir ici avec nous autres pour le premier épisode. Vraiment. Surtout que premier épisode premier enregistrement dit beaucoup de stress pour ma part. Beaucoup de montage pour la mienne. Fait que j'étais vraiment contente que ça soit avec elle parce qu'ils ont été si patientes avec moi dans mon stress d'enregistrer, puis c'était juste parfait. Fait qu'en conclusion, on vous aime les filles! Oui! Le podcast d'aujourd'hui est commandité par les Chandelles Kit qui sont fabriquées au Québec avec de la cire de coco vegan. Elles brûlent pendant 50 heures et sont non dangereuses pour la santé. Vous trouverez les points de chute au 460 rue Principale Ouest à Magog et sur le boulevard de l'Université à Sherbrooke. Ma préférée, la chandelle confiture à la fraise. Il est aussi commandité par le Datoni Pronto, de la cuisine italienne pour manger sur place ou pour emporter chez soi. Pâtes fraîches, pizza authentique, sauce maison et plusieurs produits gourmands. Vous trouverez l'adresse du Datoni Pronto au 42 boulevard Jacques-Cartier-Nord à Sherbrooke. Les pizzas sont délicieuses, mais je crois que mon favori, c'est vraiment les gnocchis à apporter chez soi. Salut les filles, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va, toi? Ça va, merci. Merci tellement d'être là aujourd'hui pour cet épisode-là. Je suis vraiment contente de faire ça avec vous. Je tenais vraiment à ce que vous soyez là sur ce podcast-là, sur ce sujet-là. Fait que merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'invitation. Ça fait vraiment plaisir d'être là. Vraiment. Merci. J'aimerais commencer l'épisode aujourd'hui en faisant un avertissement. Il y a plusieurs sujets là, qui vont être abordés aujourd'hui, dont la violence conjugale sur ses diverses formes. Si vous avez des questions, besoin de soutien, vous pouvez aller voir dans notre biographie. Il y aura plusieurs ressources qui peuvent vous venir en aide. Et il y aura d'ailleurs le lien de mes fabuleuses invités que vous pouvez écrire là, en cas de besoin. Parlant de mes fabuleuses invités, est-ce que vous aimeriez ça vous présenter un petit peu là, pour que les gens connaissent un petit peu plus puis sachent là, qu'est-ce que vous faites un petit peu plus dans la vie? Certainement. Je peux commencer on fera un petit tour comme ça. Là. Je m'appelle Kelly Laramie, je suis intervenante au CALAX Agression Esprit depuis presque 5 ans déjà. Donc, j'accompagne là, les jeunes filles, adolescentes et les femmes, là, donc toute personne qui s'identifie comme femme qui a vécu une agression à caractère sexuel là, au cours de sa vie. Donc, c'est un peu ça. Sinon, je fais plein d'autres choses, là, prévention, sensibilisation, accompagnement d'urgence, beaucoup de médias aussi de communication, mais généralement, là, la majorité de mon travail, là, c'est d'intervenir auprès des jeunes filles et des femmes. Ben moi, en fait, j'ai un background en violence conjugale. J'ai travaillé à la maison d'hébergement La Méridienne pour femmes et enfants victimes de violence conjugale. 6 ans et demi, direct en finissant les études. Puis après, en fait, là, depuis 2 ans et demi, je suis au Centre des femmes du Saint-François à la Passerelle. On est situé en ruralité. On est des généralistes, donc on travaille encore sur les violences basées sur le genre. La défense des droits, on brise l'isolement avec les personnes, on fait des activités, on offre du soutien ponctuel, l'accompagnement. On fait pas mal de choses. Très rapide. Merci. Vous avez tellement des beaux milieux qui sont intéressants, qui interrelient pas là, entre nous. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, là, on va aborder le sujet violence et consommation. Vous, dans vos milieux, comment est-ce que vous voyez un petit peu ça? Puis j'imagine que vous voyez quand même un lien entre
la dépendance et la violence. Comment est-ce que vous le vivez ou vous le voyez? En fait, je pense qu'il y a plusieurs façons, en fait, que nos sujets, nos problématiques sont interreliées. Moi, je pense, entre autres, à quand il y a une agression sexuelle, que ça peut arriver quand même souvent, qu'il y a peut-être de consommation, que ce soit une consommation qui est volontaire. Par exemple, la personne sort, va consommer de drogue, alcool avec des amis, puis finalement, les personnes qui profitent malheureusement de son état de vulnérabilité pour commettre une agression sexuelle, mais ça peut être aussi une personne qui a consommé de façon involontaire. Il y a quand même une période où on entendait parler, par exemple, de la drogue dure, GHB, de toutes ces drogues-là. On n'entend plus parler, mais c'est encore des situations qui se produisent ici en Estrie. Fait que ça, c'est quand même un premier lien. Sinon, je pense que je veux pas tout nommer parce que je veux te laisser la place aussi, là, mais je pense que, en tout cas, moi, dans ce que j'observe, il y a quand même beaucoup de victimes de violences conjugales, de violences de toutes sortes, en fait, là, qui vont utiliser la consommation pour gérer un peu les impacts, pour essayer de travailler, là, justement, à diminuer, par exemple, des flashbacks, des cauchemars, à essayer de diminuer les symptômes que la violence va leur causer. C'est quand même un moyen qui est fréquemment utilisé là, pour essayer de comme s'auto-médicamenter puis d'atténuer cette souffrance-là. Oui, comme un mécanisme de survie, en fait. Oui. Ben, ça fait le tour quand même, oui. On le voit beaucoup dans notre milieu aussi, là, beaucoup de situations de violence conjugale avec le conjoint qui force sa conjointe à consommer, par exemple. On a des cas, c'est enceinte, la force à consommer, puis après ça, il l'utilise contre elle, tu sais, comme menace aussi de, si tu me quittes, je vais appeler la DPJ, je vais leur dire que t'es une mauvaise mère, tu vas perdre tes enfants, tu sais. Fait que, de ces situations. Vous m'avez mené là, à deux sujets que j'aimerais revenir. Donc, justement, là, tu nommais la drogue du viol, ces choses-là. Puis souvent, je sais pas si vous le voyez de cette manière-là, mais nous, ici, là, on voit vraiment que les gens pensent encore beaucoup que le GHB, c'est la drogue du viol, ce qui est pas faux, mais ce qui va être vraiment le plus utilisé là, pour des violences à caractère sexuel, là, ça va être vraiment plus l'alcool. Puis, je trouve ça intéressant de le nommer parce que plusieurs personnes pensent que c'est vraiment le GHB, la drogue du viol, quand en fait, la majorité, parce que une grande partie est utilisée là, par juste l'alcool. 100%. C'est vrai que la numéro 1, c'est vraiment l'alcool. Là, autant que c'est ça, une personne va être forcée à boire, à consommer contre son gré, quand on va lui dire, on va remplir son verre, quand on va lui dire, ouais, juste un autre, pour justement la vulnérabiliser, que juste une personne qui a du fun, puis qui boit, puis qui finalement va vivre de la violence ou une agression. Là, c'est vrai que c'est pas mal la numéro 1, celle qui est la plus présente, mais qu'on oublie tout le temps. Ben, qui est banalisé autant pour ça que nous, justement, tu sais, souvent les gens vont dire drogue et alcool quand en fait l'alcool est une drogue, elle vient vraiment jouer sur le système nerveux central. Fait c'est vraiment banalisé parce que justement elle est légale. Ben, je trouve ça intéressant là, de le nommer. Puis toi, Elisabeth, tu avais nommé là, justement là, des menaces du conjoint par rapport à la consommation. Puis ça, est-ce que vous le voyez, vous, parce que nous, on peut le voir, mais est-ce que vous le voyez que c'est un frein à aller chercher de l'aide, justement, parce que, ben, de un, la peur de quitter son conjoint parce qu'ils ont peur de perdre leurs enfants, mais aussi, que, tu sais, c'est ça, ils vont la forcer aussi à consommer, puis ils n'ont pas nécessairement à aller chercher de l'aide parce que, d'ailleurs, ils vont se retrouver sans rien, puis ils se retrouvent sans logement, puis en plus, ils ont une plainte à l'éplucher parce qu'ils consomment, ben là, c'est ça ils ont beaucoup de chances de perdre leurs enfants. Oui. Ben, tu sais, il y a tous les préjugés aussi envers les personnes consommatrices. Donc, les personnes qui consomment vont beaucoup moins chercher de l'aide parce qu'elle est habituée d'être reçue différemment, d'être isolée, d'être exclue, d'être stigmatisée. Puis aussi, là, ben, il y a la pénurie de logement, là, que justement, on a de plus en plus, là, en fait, présentement, nos interventions, c'est violence conjugale, DPJ, mais surtout le problème de logement. Les femmes victimes de violence conjugale qui veulent quitter un conjoint violent n'ont pas de possibilité de se loger, ou presque pas, à moins qu'elles aient un salaire très décent, là, qui nous permet de se payer un appart à 1400 $. Parce que même en ruralité, nous, tu sais, Courchy, Stingus, c'est vraiment un milieu très rural. Les appartements sont vendus aussi cher qu'à Sherbrooke. C'est juste qu'on n'a plus l'avantage on n'a pas l'avantage des services à proximité, à profusion. Il y a un manque de transport, donc si elle n'a pas de voiture, en plus, elle peut pas se déplacer, aller à ses rendez-vous.
aller faire l'épicerie. On a une épicerie à côté, c'est un IGA, pas full accessible. On a le dilemme, en fait, qui se présente à ces personnes-là, c'est de rester avec le conjoint violent ou de vivre dans la rue. Là, on a des personnes, il y a une augmentation aussi des situations d'itinérance. Même dans le Haut-Saint-François, on a des personnes qui vivent dans des tentes. C'est vraiment désastreux. Puis, il y a aussi le fait que dans un couple où il y a violence conjugale et consommation, ben, à long terme, souvent, ces femmes-là ont encore plus été isolées de leur réseau social à cause des stéréotypes, des stigmatisations puis des préjugés envers les personnes qui consomment. Fait que, si elle quitte le conjoint, elle n'a vraiment plus personne, là, en fait. Puis souvent, ça vient avec beaucoup de honte et de culpabilité de consommer. Moi, je vois beaucoup que les gens, ça va prendre du temps avant qu'ils en parlent, qu'ils s'ouvrent, puis qu'ils soient comme à l'aise d'en parler parce qu'ils ont tellement été culpabilisés, on leur a tellement comme remis la responsabilité de ça, puis comme tu disais, si bien on les a traités différemment que ça vient tellement avec un gros sentiment de honte, je trouve. Je trouve ça fou intéressant quand tu parles des milieux ruraux parce que justement, là, tu parlais qu'il y avait juste un épicerie qui est le IGA, puis on s'entend que dans le contexte où est-ce que tu parles, il y a Cookship, il y a Distingus, mais juste la différence de prix entre le IGA de Cookship et Distingus est différente, puis est plus chère. Il n'y a pas tant de ressources que ça aussi dans ces milieux-là. Il n'y a même pas... il n'y a même pas de Dollarama. Je veux dire, puis au Dollarama, ils peuvent retrouver de la nourriture, ils peuvent retrouver des produits d'hygiène féminin, ils peuvent retrouver plein de choses, mais tout ça pour dire que c'est un défi supplémentaire. Il n'y a déjà pas de logement, c'est rendu aussi cher qu'à Sherbrooke, puis il n'y a pas autant d'accessibilité qu'à Sherbrooke. Il y a même c'est limite le transport en autobus. C'est très limité le transport, c'est des heures très fixes. Admettons, si nous, une personne veut venir nous voir au centre qui n'a pas de voiture, on s'arrange avec le transport de personnes, mais ils sont limités en nombre d'autobus, en nombre de chauffeurs, mais ça va être, mettons, des heures limitées, comme la personne va arriver à peu près vers 10 heures au centre, mais là, le prochain transport qui peut retourner la porter chez elle, il est juste à 1h30, 2 heures. Ben, elle a envie de venir nous voir, cette personne-là, mais peut-être pas de passer 5 heures avec nous non plus. Fait qu'il y a beaucoup d'enjeux. Récemment, on a pu régler, en tout cas, on a travaillé fort, là, plusieurs organismes ensemble pour que les jeunes enfants soient acceptés dans le transport de personnes du Haut-Saint-François, parce qu'avant, les jeunes enfants, mettons, qui ont besoin d'un siège, ne pouvaient pas être dans un problème d'assurance, en fait, là. Ils travaillaient fort le transport de personnes pour essayer que ce soit légalisé, mais ça a été vraiment long. Là. Fait que jusqu'à très récemment, les jeunes mamans avec des jeunes enfants qui n'ont pas de voiture n'avaient pas de transport, comme ils ne pouvaient pas avoir de moyens de transport. Je suis saisie. Je ne savais même pas cette information-là. Mais là, c'est en voie de... ou c'est... Oui, que c'est correct? C'est réglé. Oui, c'est réglé en fait. Le préfet de la MRC a travaillé un peu là-dessus, puis avec le transport de personnes. Puis là, il y a des sièges inclus dans les autobus accessibles pour les enfants. Là, c'est réglé, c'est arrangé. Enfin, c'est un grand pas, mais qui je ne me doutais même pas moi-même que c'était pas accessible, mais j'avoue que ça va être vraiment... c'est encore plus limitant. Ben oui, on avait une maman qui voulait aller chercher... En fait, elle n'avait jamais de transport pour aller chercher son panier de moisson au Saint-François, qui est dans la municipalité à côté. Fait que, tu sais, on faisait un transport, on allait avec elle. Tu sais, elle avait son bébé tout le temps avec elle, elle n'avait pas de garderie non plus. Fait que là, on allait avec elle chercher son panier, puis on la ramenait chez elle. C'est super compliqué là, pour elle. Là. Ça crée encore des obstacles à aller chercher des services, puis juste avoir des biens essentiels. Oui, c'est ça. Vraiment. Puis est-ce que toi qui es plus là, en milieu urbain, est-ce que ça, tu le vois aussi, ce frein-là, au niveau du transport? Le frein au niveau du transport, quand même, oui. Nous, on couvre l'Estrie au complet. Là. C'est sûr que quand tu es à Sherbrooke, ben déjà, il faut quand même que tu aies les moyens de payer l'autobus, de payer un taxi. C'est pas tout qui se fait à distance à pied. Mais oui, nous, je pense à certaines régions qu'on a, comme Lac-Mégantic ou Val-des-Sources, où on a dû faire des points de service dans ces régions-là parce que
c'était impossible là, pour les gens de se déplacer à Sherbrooke ou d'aller comme dans le CLSC de la région d'à côté. Fait que c'est un peu ça, un peu comme vous, là, on essaie de s'adapter, on crée d'autres points de service, puis on essaie de se déplacer comme dans les régions des gens parce que c'est vraiment difficile pour les gens d'aller chercher des services. On pense qu'il y a comme juste Sherbrooke, là, mais l'esprit, c'est grand. Là. Oh, oui, puis vos points de service, est-ce que vous avez des bureaux là-bas? Non, en fait, c'est une intervenante là, qui va faire, là, par exemple, 2 journées à Val-des-Sources, une journée à Mégantic. Fait que c'est vraiment elle là, qui se déplace dans des organismes. On essaie d'avoir des partenariats, là, mais non, on n'a pas acheter d'autres bureaux, malheureusement. J'aimerais bien qu'on ait les fonds pour s'acheter des bureaux pour avoir des calax, là, mais c'est vraiment l'intervenante là, qui se déplace. Puis pour vrai, on a de la demande. Là, comme cette personne-là, il va à chaque semaine, puis... c'est ça, on a de la demande, puis c'est vraiment un besoin qu'il y avait là, dans ces régions-là de rencontrer quelqu'un spécifiquement là, pour aborder la violence vécue. Tantôt, Kelly, tu parlais là, du sentiment de honte que les femmes pouvaient vivre. Là. Est-ce que tu vois des enjeux supplémentaires là, quand on parle d'oppression chez les femmes? Oui, tellement. T'sais, oui, il y a la honte, il y a la culpabilité, mais il y a aussi toutes nos perceptions puis notre compréhension des violences qu'on peut vivre. Je pense entre autres, par exemple, aux femmes de la diversité culturelle qui auront peut-être pas eu la même éducation par rapport à la sexualité. C'est pas partout qu'on parle de la même façon du consentement. La consommation aussi, là, ça vient avec plein de tabous, avec plein de préjugés. Ça peut être aussi des personnes qui ont une déficience intellectuelle, qui n'ont pas nécessairement la même compréhension justement de ce qui est correct puis ce qui l'est pas, puis c'est quoi les droits qu'on a sur notre corps, puis sur notre consommation aussi. Là, c'est des gens qui peuvent être forcés à consommer également. Fait qu'il y a tout ça de ce côté-là au niveau de la compréhension, mais au niveau de l'accessibilité aux services aussi. Quand tu parles pas le français, c'est quand même difficile d'avoir accès là, à certains services. Juste en anglais, c'est difficile d'avoir accès à des services en inscrit. Là, on le voit, moi, j'ai souvent des femmes là, qui me le disent, là, comme « Hey, je suis contente d'avoir une rencontre en anglais. C'est rare que on peut m'offrir une rencontre dans ma langue puis que j'ai accès rapidement à des services là, dans ma langue à moi. Puis on parle d'anglais. Puis je veux dire, on a quand même plusieurs communautés anglophones là, en esprit, là, donc c'est quand même important de répondre à ce besoin-là aussi, mais ça vient toujours ajouter des obstacles aux personnes qui veulent aller chercher de l'aide, puis déjà qui sont peut-être super dans un tabou, dans de la honte, dans de la culpabilité de demander de l'aide par rapport à ce sujet-là. Avec nos préjugés, avec nos croyances, avec les obstacles qu'on va mettre à ces personnes-là dans notre société, ça devient encore plus difficile là, d'avoir accès aux services qui doivent demander de l'aide. Ça va dans tous les services, là, que ce soit à l'hôpital, se faire servir en anglais, le centre jeunesse aussi, ou les policiers, là, ça arrive vraiment souvent qu'on entend que les gens n'ont pas pu recevoir des services dans leur langue. C'est un enjeu, puis pourtant, tu sais, là, je parle pour le Haut-Saint-François, mais on a une grande communauté d'expression anglaise en Haut-Saint-François, puis on n'a pas intervenante de la DPJ qui parle en anglais. Fait que ça, c'est un enjeu, c'est vraiment un problème. Là. Ouais. Puis c'est fou parce que on parle juste d'anglais. Ouais. On n'imagine même pas ceux qui parlent espagnol ou ces choses-là. On parle d'anglais qui est quasiment autant parlé que le français. Je veux pas m'avancer, là, mais c'est quasiment autant parlé que le français là, en esprit. Oui. Fait que c'est quand même assez fou, là, puis clairement que ça met des barrières là, à aller chercher de l'aide. Puis tu sais, je veux dire, juste ne pas avoir accès à quelqu'un qui comprend ta langue, ça crée une frustration. Moi, si la personne n'est pas capable de me répondre, ben je risque de faire tu sais, faut que je vais chercher de l'aide, ça me tente pas. Là. Ils sont même pas capables de me parler. Imagine s'il faut que je me confie puis je parle de mes sentiments. Je pense pas. C'est sûr. Ils sont très exclus, isolés. Vraiment. C'est déjà des sujets qui sont difficiles à aborder à la base. Fait qu'en plus, si on essaie d'aborder ces sujets-là puis qu'on se rend compte qu'on n'est pas nécessairement bien compris, ou juste, je pense, avoir accès à un interprète, puis, par exemple, c'est un interprète de la même communauté que toi, puis que finalement, la confidentialité est pas nécessairement respectée, de se dire, ben là, moi, je faisais quand même un énorme pas, puis je prenais tout mon courage pour demander de l'aide, puis finalement, peut-être que mes proches vont être au courant. Je suis dans une relation de violence, est-ce que finalement je suis en sécurité de demander de l'aide parce que ça va être dévoilé à mon conjoint, par exemple, que je dénonce, que je vais vers des services d'aide. C'est quand même des gros enjeux, là. Puis dans un cas de violence conjugale, tu sais, l'exclusion dans une communauté justement culturelle, l'exclusion se fait de toute la communauté aussi. Parfois, là, c'est vraiment toute la communauté qui est montée contre
la personne victime qui se sépare d'un conjoint violent, là, ça aussi, c'est vraiment très difficile. Fait qu'après, ben, elle est complètement isolée, elle n'a plus personne autour d'elle. Il y a sa famille aussi qui peut l'exclure parce que, bon, elle a demandé le divorce, là, c'est pas vu de la même manière partout. Ajoute à ça la consommation, ben là, on va dire, mais tu vois, en plus, elle consomme. Fait que clairement, c'est elle qui a un problème, qui est instable. Les gens vont avoir ce discours-là par rapport à la personne. Puis, je pense que, tu sais, pour parler des proches, les proches vont souvent avoir une certaine fatigue de compassion, être épuisés, de dire, ah, ben là, ça fait, je sais pas, moi, ça fait 5 fois qu'elle retourne. Ben là, qu'est-ce que je fais? Je me sens impuissante. Les gens ont de la difficulté à gérer cette impuissance-là puis à rester, justement, comme présent avec la personne. Mais comme si j'avais un conseil, je me permets de te donner un conseil à donner, là, mais juste de rester attentif puis de rester présent le plus possible. C'est tellement les personnes, quand on vit de la violence, qu'on va être isolé, que justement, que ce soit un conjoint, que ce soit n'importe quelle personne qui va nous faire subir de la violence, va tellement avoir tendance à nous isoler que si quelqu'un vous demande de l'aide que vous dévoile cette situation-là, peu importe que ce soit dans un contexte où la personne consomme ou que ça fait 15 fois qu'elle retourne, c'est juste de rester disponible, ça peut vraiment faire. Croyez-la, ne la jugez pas, puis tu sais, aussi de pas utiliser comme des ultimatums, tu sais, on l'entend, je l'ai entendu souvent, là, mais comme un ami ou une amie à quelqu'un qui dit ben là écoute à force que tu y retournes on sera plus là nous là, si tu y retournes encore tu vas te ramasser toute seule. Mais ça c'est super dangereux de l'isoler davantage, la personne autour d'elle, c'est beaucoup plus difficile de sortir d'une situation de violence dans un contexte où tu es complètement isolé, t'as plus personne pour te soutenir. Il te reste la seule personne qui tient à toi, c'est ton agresseur. Ça va être très difficile. Oui, c'est ça. Puis après ça, essaie de quitter le milieu. Tantôt, on parlait justement de pénurie de logement. On se le cachera pas. Les maisons d'hébergement débordent. Il n'y a pas beaucoup d'hébergements en esprit qui ont de la place puis qui ont de la place rapidement. Il y a des listes d'attente. C'est ça, exactement. Dans un sens, parce que les gens demandent de l'aide, utilisent les services, puis le font, mais quand t'as personne autour de toi, que t'as nulle part où aller, qu'ajoute à ça une situation de pauvreté, c'est vraiment difficile là, de quitter le contexte de violence, t'es un peu pris là-dedans, puis tu sais pas trop vers qui te tourner, puis comment sortir de cette situation-là. Puis ça me fait tellement penser, c'est un peu la même chose quand on parle de consommation, tu sais, la fatigue de compensation. Tu sais, c'est la même chose. Si la personne rechute, ben là, moi, je serai pas là pour toi cette prochaine fois-là, tu sais. C'est exactement la même chose au niveau aussi de l'hébergement ou des centres de thérapie, ces choses-là. Tu sais, de un, ça coûte extrêmement cher, là, la thérapie, puis souvent, ces personnes-là, soit qui vont être sur l'aide sociale ou IVAC, puis il y a beaucoup de centres de thérapie qui ne sont pas couverts par IVAC. Puis, non seulement ça, si on parle, mettons, je sais pas, quelqu'un qui se retrouve en situation d'itinérance et qui est en consommation, peu importe, ben, ça rend ça vraiment plus difficile parce qu'il y a des critères d'admission. Tu peux pas être en consommation, tu peux pas avoir ton stock de consommation. Ben, fait que cette personne-là se retrouve encore plus vers la rue. Fait tout ça, ils ont tous les, en tout cas, pas tous les mêmes enjeux, mais ça se ressemble beaucoup. Puis mixer ensemble, c'est des enjeux terribles. Ouais, c'est vrai que l'accès aux maisons d'hébergement en violence conjugale pour une personne qui consomme, c'est super compliqué, là, c'est restrictif. Il y a des règles à respecter de non-consommation, mais c'est pas nécessairement si simple que, ben, va en désintox, puis viens après en maison d'hébergement. C'est pas si simple que ça, ils peuvent pas nécessairement arrêter de consommer comme ça. Non, c'est ça, puis c'est intéressant parce que ça soit au niveau de la violence et de la conso, de la santé mentale ou de la conso, ben souvent, tu vas devoir faire un choix entre les deux parce que tu peux pas traiter les deux. C'est ça. Qu'est-ce qui est plus important pour moi, ça ou ça? Puis au bout de la ligne, ça aidera pas nécessairement la personne. D'ailleurs, on parle d'enjeux de santé mentale, mais ça, c'est un enjeu supplémentaire pour une personne victime de violence avec un problème de dépendance. Les enjeux de santé mentale, tu sais, il y a tellement de stigmatisation, puis ces personnes-là sont tellement souvent invalidées dans ce qu'elles vivent, dans ce qu'elles ressentent, parce qu'elles ont un enjeu de santé mentale. Tu sais, sont infantilisées même de ce que j'ai observé beaucoup, puis je trouve ça tellement révoltant de considérer ces personnes-là comme moins valides, moins importantes, ou moins que leurs propos, c'est moins important. Oui, totalement. Puis, si
si je reviens aussi un peu en arrière, là, on parle de violence, ces choses-là, mais est-ce que c'est quelque chose que vous avez entendu souvent de mon conjoint, c'est parce qu'il avait pris de l'alcool, ou c'est parce qu'il avait consommé, ou c'est pas de ta faute, c'est parce qu'il avait consommé? Oui, puis je pense que c'est un discours qu'on a beaucoup employé en tant que société, là, de dire il avait consommé, il est pas comme ça sinon, puis je le connais, là, moi je le connais mieux que ça, là, clairement, là, c'est parce qu'il est en état de consommation, sinon il n'aurait pas posé ces gestes-là. Puis je trouve qu'on l'a beaucoup utilisé aussi pour justifier certains comportements. Tu sais, je pense aux vagues de dénonciation, puis j'enlève rien au fait que c'est vraiment admirable de nommer comme publiquement qu'on a un problème avec notre consommation, mais c'est de pas justifier et de pas expliquer le comportement, tu sais, par la consommation, parce que tu sais, la violence, ça reste que c'est une prise de contrôle sur l'autre personne, ça reste que la violence physique, psychologique, sexuelle, tous les types de violence, ça reste que c'est vraiment quelqu'un qui veut prendre le contrôle, qui veut prendre le pouvoir sur une autre personne, c'est pas quelqu'un qui perd. Jamais une perte de contrôle. C'est jamais. Il a perdu le contrôle, il a pas fait exprès. Oui. C'est ça, ça reste prendre le contrôle. Oui, exactement. Ça reste que cette personne-là, quelque part au fond d'elle, elle a cette partie-là qui souhaite prendre le contrôle, surtout sur la relation. Exact. Puis, dans ces contextes-là, on parle vraiment comme d'inhibition. On a tous une inhibition qui est comme toujours là, quand on est à jeun. Puis, dès qu'on va consommer, cette inhibition-là va partir. Fait que la petite voix qui dit non, fais-le pas, frappe-la pas, peu importe, ben, elle est pas là. Fait que tes sentiments qui étaient ancrés en dedans de toi, la prise de contrôle que tu as envie de faire va ressortir beaucoup plus facilement parce que ta petite voix te l'empêche pas, mais ce besoin-là de contrôle, il est dans toi, tu sais, il est pas, il sort pas de nulle part, c'est pas l'alcool qui te l'a créé, là. C'est vraiment ancré en dedans de toi. Puis on voit beaucoup aussi, tu sais, des victimes qui consomment, qui sont victimes de violences conjugales, vont beaucoup moins chercher de l'aide auprès des policiers, justement. Tu sais, quand c'est, mettons, les policiers sont appelés à quelques reprises dans un cas de violence conjugale que de la consommation, ben il y a une banalisation des policiers qui s'installe aussi, souvent, avec les victimes. Ils sont moins prises au sérieux, ils sont comme, bon, t'es encore retourné, bon, qu'est-ce qu'il y a à ce soir-là? Fait que, tu sais, la fois d'après, qu'elle va avoir besoin encore des appeler, puis qu'elle va peut-être pas le faire parce qu'elle est tannée du jugement des policiers ou de la banalisation qu'ils font, mais on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver de dramatique, tu sais. Ça peut être... Je me demandais en tant qu'intervenante, où est-ce que vous voyez souvent les femmes qui viennent nous voir, ils ont déjà ancré cette perte de confiance-là. Comment vous gérez cette perte de confiance-là envers les autres intervenants qu'il y a eu, la police, le réseau de cette femme-là, pour récupérer la confiance puis garder un lien, poursuivre l'intervention avec elle pour l'aider au final? Parce que vous êtes là pour elle, peu importe son choix, là, je me doute. Oui. Ben, absolument, tu sais, son choix, c'est ce qui est le plus important. Tu sais, je pense que c'est de s'assurer d'abord de si elle va porter plainte. Tu sais, admettons qu'elle veut aller porter plainte, ben, jamais je la laisserai aller le faire toute seule. Tu sais, en fait, sauf si elle veut être toute seule, mais tu sais, c'est déjà arrivé des situations, sûrement que tu l'as vécu aussi, puis, mais que elle est arrivée pour porter plainte, puis ils ont même refusé de prendre sa plainte. Ils voulaient pas la prendre, ils ont trouvé une excuse, il y avait pas le temps, ou c'était pas pertinent, ou tu sais, j'en ai entendu vraiment souvent, puis OK, si tu veux aller porter plainte, je vais y aller avec toi. On va être là ensemble. S'il y a un propos qui est inadéquat, ça va me faire plaisir de lui expliquer ce qu'il vient de dire, ça se fait pas. Tu sais, ta reprise de pouvoir, c'est vraiment important que tu sois soutenu là-dedans puis de pas à vivre ces jugements-là. Ouais, vraiment d'accompagner la personne. La personne, elle, qu'est-ce qu'elle veut puis qu'est-ce qui fait du sens pour elle, oui. Tu nous mets tantôt que, tu sais, souvent les personnes ont deux problématiques qui doivent en choisir une ou l'autre, de choisir, ben, est-ce que je travaille sur ma santé mentale ou est-ce que je travaille justement sur le problème de consommation ou les violences ou, mais de dire, toi, tu sais, qu'est-ce qui fait du sens pour toi, comme, à ce moment-ci puis de partir. Parce que je pense que c'est des personnes à qui on impose beaucoup de choses. Ben, justement, tu vas avoir accès à de l'hébergement, ben, arrête de consommer. Si tu veux travailler telle affaire, arrête tel truc. Fait que de dire, toi, qu'est-ce qui fait du sens pour toi, puis moi, je te jugerai pas, puis peu importe, ça va être pas ta décision, puis peu importe si dans 2 semaines, tu te dis que t'as chuté puis t'as consommé, ben, je vais être là pareil, puis comme je te jugerai pas, puis je comprends que ça fait partie du processus, puis si t'es retourné finalement dans la situation où tu vis de la violence, ben, c'est pas grave, c'est comme on va le travailler ensemble quand même. Fait je pense que ça permet, entre autres, de bâtir un lien de confiance, de dire, ben, peu importe, tu sais,
c'était quoi ta décision, ou qu'est-ce qui s'est passé, ou qu'est-ce qui a fait qu'on en est rendu là, ben, je vais être avec toi, puis je vais t'accompagner là-dedans, puis je te jugerai pas, tu sais. Je trouve que souvent, ces personnes-là ne se font pas croire, puis ne se font pas accueillir, puis de, ben, je vais dévoiler, par exemple, un vécu de violence, puis on va me dire que j'ai de l'argent, puis c'est pas si grave que ça. Je vais dévoiler d'autres choses, on va me dire, ben, c'est parce que tu consommes que tu as cette perception-là. Fait qu'à un moment donné, c'est où que la personne est cru, puis qu'elle est entendue dans ta vie. Je pense que c'est ça. Ben oui, mais justement, le non-jeté d'être reçu, d'être accueilli à son rythme, sans jugement, tu sais, je l'ai vu souvent que j'avais vraiment l'impression que c'était comme la première fois que quelqu'un comme lui donnait tous ces choix-là. Puis, tu sais, ça, c'est particulièrement triste, tu sais, il n'y a jamais personne qui te laisse ces choix-là, tu sais, qui te donne ce pouvoir-là. C'est ta vie, c'est ton corps, c'est tes choix, il n'y a pas personne qui devrait le faire à ta place. De laisser la chance à la personne de reprendre le pouvoir. Oui, c'est comme toi, choisis, puis on va y aller à ton rythme. Je pense qu'il y a des fois, en tant qu'intervenant, on aimerait ça que ça aille vite, puis on veut accompagner la personne, puis on veut qu'elle aille mieux, mais comme, c'est pas grave si ça prend du temps. C'est pas grave si elle n'est pas rendue là. C'est ça, exact. Vraiment. J'ai rien à dire, c'était beau. C'est tellement beau. C'était vraiment beau, je peux pas rien dire de plus. C'était ça. J'aimerais qu'on termine l'épisode avec les solutions. Qu'est-ce qui, vous, en termes de réforme politique, pourrait vous aider dans votre travail? C'est pourquoi vous militez? Qu'est-ce qu'il faut changer? Il y en a beaucoup, je le sais. Par où commencer? Ben, tu sais, que ce soit par rapport... en fait, peu importe l'enjeu, tu sais, je pense en 2024, il serait temps que tous les organismes, que les ressources d'aide soient accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Ça serait déjà une bonne base, parce que là, ça, c'est un frein pour ces personnes-là pour aller chercher de l'aide dans plusieurs milieux, dont des maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. Également, ben, il y a un manque de services pour les personnes de la pluralité de genre, qui sont souvent exclus de beaucoup de services. Admettons, une personne non-binaire, un homme trans, qui ne peut pas aller dans les services pour femmes. Donc, cette personne-là qui vit quand même qui peut vivre multiples enjeux, multiples violences, oppressions, ben, où est-ce que cette personne-là va aller, t'sais? Nous, on a fait le choix d'accueillir toutes les personnes de la pluralité de genre dans nos services. C'est officialisé dans notre mission, mais on est les seuls dans le Haut-Saint-François à les accueillir. On leur offre un soutien, un milieu de vie, un endroit pour se reconnecter, pour avoir de l'aide, mais on n'est pas beaucoup, en fait, comme ça. En fait, il y a pas beaucoup d'organisations, en fait, qui font ça. Puis, c'est vrai, c'est intéressant qu'est-ce que tu dis, parce que il y a soit, puis c'est correct parce que je veux dire, individuellement, les femmes et les hommes ont des enjeux différents, des oppressions différentes, puis c'est vrai, il en faut des milieux uniquement pour femmes, des milieux uniquement pour hommes, mais c'est vrai que souvent, l'entre-deux, il n'y a pas grand-chose, Fait c'est le fun que vous ayez ça, cette accessibilité-là, parce que ça permet d'élargir puis de donner accès à ces personnes-là. Mais oui, puis ça a été voté à l'unanimité, fait que nos membres étaient tous et toutes à l'aise de mettre ça en place là, aussi. Ça se passe super bien d'ailleurs. Ouais. Puis je pense que les maisons d'hébergement ça serait intéressant aussi on parle de solutions puis de qu'est-ce qui pourrait être fait. Je suis plus en hébergement, mais un soutien sur la violence conjugale, mais qui inclut aussi les dépendances, parce que c'est une des conséquences de la violence, c'est super important. Puis, on exclut beaucoup les personnes des maisons d'hébergement parce que elles doivent pas consommer, elles doivent pas être en état d'ébriété, en état de consommation, pas consommer sur les lieux de la maison. Il y a une stigmatisation, puis une exclusion qu'on fait envers ces personnes-là. Puis, je pensais il y a une maison d'hébergement en Ontario qui ont justement un suivi très serré avec des infirmières qui viennent dans la maison d'hébergement, qui viennent offrir du soutien et un suivi aux personnes ayant des dépendances.
Et ça peut être vraiment aussi, bon, cette personne-là ne peut pas arrêter là présentement de consommer, mais quelle est la dose minimale pour qu'elle puisse fonctionner, qu'elle soit correcte, puis qu'elle ait de l'aide, puis que, tu sais, cette problématique-là de dépendance, ben, elle peut pas arrêter là maintenant, ça va être un peu plus tard. Mais là, présentement, ce qu'il faut travailler aussi, c'est le soutien en violence conjugale, tu sais. Puis ça fonctionne super bien, ce qui s'est fait là-bas. C'est un modèle qu'on pourrait peut-être revoir par ici, là. Mais oui, ça serait super intéressant. Quand on parlait justement tantôt de 2 problématiques à la fois, puis là, il faut qu'il y ait un choix entre les 2. Mais tu sais, le fait de les combiner parce que ça vient ensemble, tu sais. Je peux pas décider de pas en faire un puis de faire l'autre parce que les 2 vont ensemble, tu sais. Oui. Parce que c'est super pertinent. Tu parles de maison d'hébergement, puis nous, on a un enjeu qu'on a, tu sais, c'est que c'est beaucoup, c'est normal, là, il y a de la demande au niveau de la violence conjugale, mais nous, on a quand même des trous de service au niveau de comme, moi, je suis pas en sécurité chez moi parce que je vis, mettons, des agressions sexuelles, mais c'est pas tant mon conjoint, c'est un coloc, ou comme moi, je vis une situation d'exploitation sexuelle, fait que je consomme dans la rue, ou comme j'ai pas d'endroit où rester, fait nous, on a comme cet enjeu-là de, des fois, les gens se retrouvent pas nécessairement dans le contexte plus conjugal, fait que je sais pas, d'avoir comme plus de ressources pour les femmes en difficulté, tu sais, d'élargir parce que il y en a pour qui le contexte, c'est ça, conjugal va pas nécessairement s'appliquer à elles ou le verront pas nécessairement comme ça. Puis c'est ça, il y a des femmes qui vivent tellement de problématiques en lien avec la consommation. Fait d'avoir un endroit sécuritaire pour elles, justement, pour qu'elles se ramassent pas à la rue, mais que ce soit pas nécessairement juste, mettons, violence conjugale, parce qu'il y a quand même certaines femmes qui cadrent pas nécessairement dans ces critères. Puis on n'en a pas beaucoup des maisons comme ça pour femmes en difficulté. Exact. En esprit, là. Non, c'est ça. Vraiment pas beaucoup. Non, c'est ça, je suis capable de penser, là, je pense 2, 3, mais en tout cas, bref, je trouve que c'est quand même une belle ressource qu'on n'a pas beaucoup, puis qui pourrait justement peut-être permettre d'aller plus large, là, justement, au niveau de la consommation, au niveau des violences, c'est ça. Plus at large, là, je pense que ça pourrait peut-être aider ça. En tout cas, moi, de mon côté, j'ai plusieurs femmes qui cadraient plus dans ce type de maison-là, justement, de leur offrir un endroit sécuritaire de l'hébergement, mais pas nécessairement les critères. Il faut pallier au manque de logement aussi, là, ça serait tellement bénéfique, là, j'en ai plein qui aimeraient ça aussi, ces genres de ressources-là. C'est trop intéressant. Nous, c'est sûr qu'on milite toujours pour la déjudiciarisation des substances. Puis, il y a 1 an, le 25 avril 2023, le gouvernement Legault a passé une réforme pour déjudiciariser la possession simple, mais personne n'a été au courant. Fait, autant les corps professionnels policiers, les médecins, les intervenants, tout le monde n'a pas été mis au courant. C'est seulement après qu'un média social ait publié l'information qu'on a appris que la possession simple était déjudiciarisée, ce qui est complètement absurde parce que on milite, mais en fait ça passe dans le beurre puis personne s'en rend compte. Puis, c'est dommage. Oui. Mais effectivement, ça fait aucun sens que vous militez, puis vous travaillez pour ça, puis vous l'apprenez 1 an plus tard, tu sais, je veux dire quand même, mais je trouve que c'est ça, ça démontre un petit peu à quel point il y a des incohérences au niveau de notre gouvernement, dans le sens que comme, il me semble que c'est un peu ça pourquoi vous militez puis vous travaillez, ce serait comme pertinent dans votre travail que vous soyez au courant que ça existe. C'est les débuts. Ouais, puis tu sais, si je pense à la loi du bon samaritain, même ça, qui est une loi qui date depuis quand même plusieurs années, il y a encore plein de policiers qui sont pas au courant, donc, puis tu sais, mais les consommateurs, consommatrices sont pas nécessairement à l'aise, puis ils sont déjà super vulnérables, puis faut qu'ils essayent de dire aux policiers, ben non, moi je suis dans mes droits, j'ai appelé pour quelqu'un qui est en surdose ou en psychose, fait que moi t'as pas le droit de me fouiller, t'as pas le droit de m'arrêter si ça rentre pas là, dans les 3 critères là, qui est si t'es pas mandat, si t'es pas en train de faire un autre acte criminel ou si Souvent. Ouais, c'est ça, c'était exact, c'était dans l'intention de vendre, d'en faire le trafic. Fait que, mais encore là, c'est ça, il y a encore des policiers qui ignorent là, cette loi-là, puis souvent, ces gens-là qui sont plus vulnérables vont pas avoir nécessairement la force de faire puis de s'ostiner avec eux sur une loi qui sont même pas trop sûrs parce qu'ils en entendent pas tant parler.
Fait que, tu sais, encore là, c'est pas tant surprenant, en fait, qu'on l'a appris, en fait, 1 an plus tard, là. C'est pas surprenant, c'est vraiment dommage. Ça va probablement être long, en fait, avant que pour la déjudiciarisation, que les professionnels des différents milieux l'appliquent aussi. Ça peut être encore très long, là. Ouais. C'est ça pour n'importe quoi, là, dans le cadre de notre travail, quand on accompagne avec les policiers, ça arrive souvent qu'on doit remettre les pendules à l'heure sur certaines, mettons, pratiques qui sont pas censées être faites de la part des policiers. Ça peut être de visiter le domicile de l'agresseur. En fait, c'est d'aller chercher les effets personnels chez l'agresseur. Le policier doit faire le tour du domicile, s'assurer qu'il n'y ait pas l'agresseur de cacher dans un garde-robe, admettons, parce qu'il y a eu des cas, que ça s'est rendu au meurtre, en fait, au féminicide. Puis, moi, il a fallu que je l'explique. Le policier, il voulait pas rentrer dans la maison, fouiller la maison. Je lui ai dit non, mais il va falloir que tu ailles fouiller dans la maison. Moi, je rentre pas tant que tu n'as pas fait le tour. Des chambres, des garde-robes. C'est ça. Je mettrais pas ma vie puis celle de la personne à côté de moi en danger. Mais non, c'est ça. C'est juste au niveau de prendre les plaintes, là, on le voit, j'imagine que tu le vois aussi, là, ça varie tellement d'une personne à l'autre, comme la façon dont la plainte est prise, puis comme les questions qu'on va poser, puis on a eu quand même beaucoup de changements au niveau des tribunaux spécialisés, violences sexuelles, violences conjugales. C'est comme pas tout le monde qui maîtrise ça non plus. Souvent, les victimes vont porter plainte, savent pas trop où elles s'en vont avec ça. Donc, c'est beaucoup d'adaptation pour tout le monde, je pense. Puis on a comme quelque chose, on soulève quelque chose au niveau de nos lois et de nos procédures. Je pense que la manière aussi qu'une plainte est prise ou le processus en déposant une plainte au criminel, la victime va être jugée différemment si c'est une personne consommatrice. Oui, totalement. Ça change au niveau du consentement, là, dans au niveau du jugement du policier ou du professionnel, peu importe, par rapport à « OK, mais t'es-tu en état de consommation à ce moment-là? » Ça change comme la crédibilité de la victime aussi, ce qui est super difficile. Ça, c'est une autre raison de plus pour les personnes consommatrices de ne pas aller chercher de l'aide, de ne pas être crues, en fait. C'est ça, puis c'est super aberrant parce que dans le cas d'une agression sexuelle, quand t'es en état de consommation, la loi le dit très clairement, ton consentement sexuel n'est pas valide. Mais une victime qui va dire « je me suis fait agresser sexuellement dans le cadre d'un party, d'une activité, bref, d'un endroit où j'étais en état de consommation », elle va recevoir des jugements, puis on va être comme « ah oui, fait que t'avais consommé, fait que est-ce que tu t'en souviens, est-ce que t'es sûr que ça s'est passé comme ça », puis on va mettre sa crédibilité en doute, alors que dans la loi, il est clairement écrit que quand t'es en état de consommation, t'es pas apte à consentir. Ça fait aucun sens. Clairement. Puis, quand on parle aussi là, du processus de plainte, je veux dire, en tout cas, moi si je me trompe parce que j'ai pas travaillé en soi là, dans ce domaine-là, mais c'est la première étape, là, je veux dire, pour enclencher les démarches. Fait que, si ça se passe pas bien, il y a bien des chances que peut-être elle va même perdre le lien qu'elle a fait avec vous. Ça rend tout ça d'un enjeu supplémentaire, c'est super important. Le point, c'est que c'est super important que ça se fasse comme que vous l'avez si bien dit tantôt, là, mais c'est vraiment important, autant avec les intervenantes, les personnes ressources que ces gens-là vont aller voir, que leurs proches. Un médecin aussi. Là. Oui. Les médecins peuvent avoir beaucoup de jugements envers une personne qui consomme plutôt que d'apporter le soutien nécessaire. Là. Oui, vraiment. Je vous remercie d'être venu aujourd'hui pour vous. C'était un plaisir et une discussion super intéressante. Merci beaucoup. Merci encore. Merci. Wouhou! Sont-tu bonnes, hein? Rien qu'un peu, sont tellement belles. Si intéressantes, si inspirantes, avec un parcours incroyable. Oui. Puis, j'ai vraiment aimé les sujets qu'on a traités, les sujets qui ont été développés. Puis, à chaque fois, j'ai mais j'en veux plus. Pas pour rien qu'on va faire d'autres épisodes. Mais quand on a parlé là, vraiment d'inhibition, la perte d'inhibition avec l'alcool, que c'est justement, c'est pas l'alcool qui va faire générer en fait des agressions à caractère sexuel, c'est la perte d'inhibition qui vont permettre aux agresseurs de faire des agressions à caractère sexuel. Je trouvais ça tellement intéressant et tellement pertinent de le remettre à jour parce que, tu sais, on en parle, on en voit dans notre milieu. Puis, ce qu'on voit aussi, c'est il y a des gens il y a eu des études, là. Des gens qui prenaient des consommations qui étaient non alcoolisées, il y avait l'effet placebo.
Et ils avaient des comportements sexualisés parce qu'ils se disaient que c'était ça l'attente. Il y avait une perte d'inhibition, il y avait une attente de comportement qui était au final inadéquate, puis ils se permettaient d'avoir des agressions sexuelles. Ce qui est horrible, mais c'est de remettre à jour, OK, c'est la responsabilité de l'individu qui consomme de pas avoir ces comportements-là. Parce que c'est pas l'alcool qui va générer le comportement, c'est l'inhibition qui est perdue. Oui, vraiment. Puis c'était super intéressant parce que c'est quelque chose que nous, on parle souvent puis qu'on aime rappeler. C'était vraiment intéressant, mais j'ai beaucoup aussi aimé quand Elisabeth elle a parlé du transport dans les milieux ruraux. Moi, je suis dans le même secteur que où est-ce qu'elle travaille, puis pour vrai, je le savais même pas. Tu sais, je sais que dans certains milieux, de un, il y a pas d'autobus de ville, puis les autobus adaptés, c'est vraiment difficile. Tu sais, quand on est dans un organisme communautaire, tu sais, on peut avoir des arrangements avec certains transports, mais que là, les mères puissent pas prendre ce transport-là quand ils ont pas d'auto, parce que c'est pas adapté pour leurs enfants. Mais c'est encore 1000 fois plus limitant, puis je suis contente que ça soit réglé, même si c'est encore un enjeu, que c'est encore limitant pour plusieurs personnes dans ces secteurs-là. Puis ça reste un enjeu, le transport, souvent pour les personnes qui sont dans des milieux urbains. À Sherbrooke, il y a bien des gens qui ont de la difficulté à se rendre dans leur service. Fait qu'en plus, ils vivent dans des milieux qui sont ruraux. Je veux dire, c'est d'autant plus important de s'assurer d'avoir une accessibilité, s'assurer que les personnes soient capables de se rendre au service. Ou entre autres, que les services puissent se rendre aux personnes, d'aller faire un travail de proximité avec eux. Pour vrai, c'était tellement intéressant. On en aurait pris encore plus. Puis tu sais, même quand, à un moment donné, on a pris une petite pause, puis on continuait d'en parler. Puis là, je me rappelle quand tu nous as dit « Stop, gardez ça pour en haut! » Puis mais tu sais, c'est ça. Il y en a tellement à dire, mais on peut pas faire un épisode de 6 heures non plus. Mais pour vrai, c'était très intéressant. Oui. J'ai vraiment hâte au prochain épisode. Oui, moi aussi.